Cécile Fouché va venir s'installer à la tribune pour présenter les résultats de l'étude. Donc Cécile Fouché, qui intervient pour le cabinet Catalyse Conseil et qui nous a accompagnés depuis 2 ans. 2 ans autour de ce projet, d'abord cette étude et puis aujourd'hui ce guide que vous avez entre vos mains, cet outil qui est à la fois une synthèse d'études, à la fois une production de monographie avec 10 expériences qui vous sont relatées, 10 expériences de situation de regroupement et puis qui ensuite vous invite à l'action dans le cadre du dialogue social. Donc cet outil, vous l'avez entre vos mains. Si vous ne l'avez pas pris, il sera encore temps de le prendre en sortant de cette matinée. Donc Cécile Fouché va venir le présenter pendant une bonne trentaine de minutes. À l'issue de cette présentation, nous engagerons l'échange et le dialogue. Alors d'abord, échange et dialogue autour de 7 intervenants qui nous ont fait l'amitié d'accepter notre invitation pour venir parler de leurs expériences, et vous verrez avec des points de vue différents autour de ces questions des regroupements associatifs, et un dialogue, un échange qui s'étendra le plus vite possible à la salle, et vous-même, vous aurez ainsi l'occasion de partager votre point de vue ou vos expériences sur cette question qui suscite généralement beaucoup d'intérêt, voire de la passion. 2 petites précisions à l'issue de cette table ronde. C'est Jean-Louis Laville qui est professeur au Conservatoire national des arts et métiers et qui viendra nous faire une intervention de clôture, d'ouverture, une intervention apéritive pour, avec un petit pas de côté, ouvrir le champ de notre réflexion et nous amener à continuer les échanges et pourquoi pas la réflexion aussi autour d'un buffet qui sera de l'autre côté de cette salle où nous pourrons continuer à partager ce temps d'échange jusqu'au début d'après-midi. Donc 2 petites précisions, vous avez pu le remarquer, cette matinée est filmée, donc n'hésitez pas à sourire quand vous serez filmé. Au-delà de la boutade, ça veut dire que vraisemblablement des extraits ou un découpage de cette matinée seront mis en ligne sur le site de l'Observatoire ou du NIFAF. Donc sachez-le, c'est important. Et puis, vous le voyez à côté de moi, la société Système RISP intervient ce matin, et on les en remercie, pour améliorer l'accessibilité de nos rencontres en permettant à ceux qui pourraient avoir des difficultés d'audition de suivre les débats. Donc je pense que nous le ferons désormais systématiquement pour d'autres rencontres de l'Observatoire. Donc je vais essayer, faites-moi les gros yeux si de temps en temps j'ai l'air en situation comme ça de me mettre devant l'écran. Voilà, ça vous permettra de suivre ces débats. Cécile, je vous laisse la parole. Merci. Vous avez 30 minutes pour résumer 2 ans de travaux. C'est un défi. Et pour résumer 170 pages, je crois, ou quasiment, qui est le document que vous avez désormais entre vos mains. Merci à vous, Cécile. Merci Pierre-Marie. Peut-être pour démarrer mon propos, vous rappeler ce que effectivement le président et le président adjoint de l'Observatoire vous ont dit des objectifs qu'ils visaient. Les objectifs de l'Observatoire au travers de cette démarche étaient de 2 ordres. Effectivement, observer et comprendre ce qui se vivait sur les territoires en matière de regroupement associatif et notamment sur le champ des ressources humaines, mais pas seulement. Et effectivement, au-delà de cette étude qualitative qui a été menée, l'idée, c'était aussi d'agir, de favoriser la mise en action pour pouvoir anticiper ces impacts sur les ressources humaines. Et du coup, l'idée de l'Observatoire, c'était effectivement de pouvoir proposer aux structures, au dialogue social au sein des structures, un outillage méthodologique leur permettant effectivement d'anticiper ces impacts ressources humaines. Mon propos sera articulé au travers de ces 2 objectifs. Le premier, effectivement, vous donnera à voir finalement quels enseignements on tire de l'analyse de situation regroupement, et ensuite je vous dirai comment l'Observatoire a souhaité articuler la mise en action au travers de l'outillage méthodologique. Peut-être avant de vous présenter les grands enseignements de l'étude, vous donner quelques éléments de langage. Quand on dit regroupement, qu'est-ce qu'on dit ? Parce que derrière regroupement, on pourrait imaginer un certain nombre de situations que vous vivez sur les territoires,
des conventions de partenariat, des groupements de coopération sanitaires ou médico-sociaux, des fusions-création, fusions-absorption, bref, des transferts d'autorisation, des typologies de regroupement très variables. Le souhait de l'Observatoire, puisqu'il observait les impacts ressources humaines, c'était de se centrer sur les regroupements où, effectivement, le rapprochement débouche sur une structure employeuse au travers, effectivement, de transferts de contrats de travail, au travers de mise à disposition, pour pouvoir observer, effectivement, les impacts sur les ressources humaines. L'idée, c'était d'avoir une diversité de situations regroupement, à la fois dans la typologie des regroupements, dans les formes juridiques de regroupement, mais aussi d'avoir une diversité de regroupements quant au secteur touché, sanitaire, médico-social, social. L'idée aussi, c'était de pouvoir identifier des regroupements sur lesquels le temps entre le moment où on se regroupe et le moment où on rencontre les associations, on puisse observer des effets sur les ressources humaines. Donc, il fallait un temps minimum. On s'était donné comme objectif d'un temps minimum de 3 ans entre le moment où les structures s'étaient regroupées et le moment où on réalisait les rencontres. Quand on dit RH, qu'est-ce qu'on dit ? Ressources humaines, c'est un champ vaste. Je pense qu'il est important qu'on partage ici quelle vision nous avons portée avec l'Observatoire sur les ressources humaines. Les ressources humaines, vous le retrouverez dans le guide méthodologique, elles sont abordées au travers de 6 dimensions. Le statut collectif et les droits associés. Quand on se regroupe, quels impacts sur le statut collectif, les droits et usages? L'évolution des emplois, la question de l'emploi a été soulevée par le président et le président adjoint de l'Observatoire. Qu'est-ce qu'il advient en matière d'emploi dans ces situations regroupement? La structuration métiers et compétences, en quoi elle est impactée? L'organisation du travail et le management des équipes, le dialogue social et le climat social, le bien-être au travail et les risques professionnels, et dernière dimension, la stratégie, la politique et les pratiques ressources humaines. Voilà les 6 grandes dimensions qui ont été abordées. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Les 6 grandes dimensions qui ont été abordées dans cette étude. Quelques éléments de méthode. Comment on a construit cette démarche? L'étude a été menée effectivement sur 1 année et demie, 2014-2015. 10 associations regroupées ont participé à la démarche dans 5 régions. Différents types de parties prenantes ont été associées à cette démarche d'étude. Les associations se sont fortement mobilisées. 1 à 2 journées ont été organisées dans chacune des associations pour permettre à la fois aux représentants du NIFAF et à mes collègues du cabinet conseil, 2 journées organisées pour pouvoir aller à la rencontre à la fois des administrateurs, du directeur général, des directeurs d'établissement lorsque les établissements pouvaient être impactés par le regroupement, les IRP rencontrés en réunion, les salariés rencontrés eux-mêmes en réunion. C'est une approche qui est qualitative, menée par entretien ou réunion semi-directive, et c'est une approche qui a été monographique. Pourquoi c'est important de vous le dire? Pour 2 raisons. Parce que d'un point de vue méthodologique, ça vous explique qu'on a cherché à voir la situation regroupement dans ses mouvements, mais aussi dans ses impacts, et surtout qu'on a croisé les regards au travers de ces situations, chacune de ces situations regroupement. Et puis, c'est important de vous le dire aussi parce que finalement, dans cet outil méthodologique qui vous est proposé, vous avez une lecture monographique de chacune de ces situations regroupement. Alors, extrêmement synthétique, parce que vous avez 2 pages qui, pour les associations qui se reconnaîtront sûrement, c'est très réducteur par rapport au chemin vécu. Mais voilà, ça vous donne une vision de ces situations et des impacts du regroupement pour ces associations de manière très synthétique. Les impacts et les grands enseignements de l'étude. On va peut-être démarrer par
très rapidement se dire, finalement, ces 10 associations regroupées, pourquoi elles se sont regroupées? Quels impacts on identifie dans ces situations de regroupement sur les ressources humaines? Et finalement, pourquoi prendre en compte la dimension RH et pourquoi c'est important pour ces structures pour préparer l'avenir? Pourquoi les associations se regroupent-elles? Alors, il y a de la littérature déjà là-dessus, je vais y revenir de manière très synthétique. Pourquoi c'était important de le présenter en préambule? Parce que finalement, on se rend compte que les fondements du regroupement, ce pourquoi on se regroupe, va déterminer la façon d'accompagner le changement et va déterminer les impacts ressources humaines. Le président et le président adjoint de l'Observatoire vous le rappelaient, effectivement, c'est un mouvement profond du secteur. 17% des associations de 250 salariés et plus assurent aujourd'hui la gestion d'un ou plusieurs établissements auparavant gérés par une autre structure. 21% ont des projets de regroupement, 14% un projet de coopération formalisé, nous disait l'enquête emploi réalisée il y a déjà quelque temps. Il y a des déterminants multifactoriels à ce phénomène. Le schéma qui vous est proposé vous rappelle que l'ensemble des associations que nous avons rencontrées sont finalement concernées par un contexte qui est mouvant et contraignant. Les facteurs exogènes les concernent toutes. La contrainte économique de plus en plus forte, la logique de rationalisation largement impulsée par les pouvoirs publics, les politiques territoriales, l'évolution des besoins des usagers, l'ensemble de ces facteurs va favoriser effectivement le regroupement. Et puis, la situation des associations que nous avons rencontrées nous a permis de voir que la situation interne était aussi déterminante, bien évidemment, et surtout nous renseignait sur le caractère contraint ou non du rapprochement. Situation financière critique, crise de gouvernance, problématiques ressources humaines spécifiques, par exemple sur des problématiques de recrutement, projet de développement, voilà. En fonction de la situation interne de l'association, eh bien, le type de regroupement prend une forme particulière, la façon de conduire le changement aussi, et les impacts ressources humaines aussi. Les questions qui se posent, c'est est-ce que le regroupement est choisi ou subi? Est-ce que finalement, le regroupement est conclu dans l'urgence où on a le temps de se préparer? Parfois, il est subi et dans l'urgence. On n'a pas le temps de se préparer, on n'a pas le temps d'anticiper, et les impacts ressources humaines, bien évidemment, ne sont pas pris en compte, anticipés. Le regroupement signifie-t-il restructuration? Ça, on verra que c'est un déterminant important. Est-ce que les équipes se mixent ou pas? Et là, effectivement, la force des impacts n'est pas la même. Les ressources humaines sont-elles au cœur des priorités? Parfois, oui, sur certains types de regroupements. Le fondement du regroupement, c'est une problématique ressources humaines. Bien évidemment, on imagine que les impacts RH sont, dans ce cas, anticipés. L'ensemble de ces questions font qu'à un moment donné, des situations qui se rapprochent prennent en compte ou pas les ressources humaines. Alors entrons dans le vif du sujet. Quels impacts sur les ressources humaines avons-nous identifiés à l'aide des structures que nous avons rencontrées? On va entrer sur nos 6 grandes thématiques. La thématique des statuts collectifs et droits associés. Alors, c'est une dimension qui constitue un point d'intention systématique lorsqu'il y a transfert de contrat de travail, donc dans certaines situations de regroupement. Les fusions, bien évidemment, les apports partiels d'actifs et certaines formes de GCSMS, quand il y a effectivement un mouvement sur les contrats de travail. C'est parmi nos 6 dimensions RH, la dimension RH la mieux préparée, voire celle qui est le plus anticipée. Mais c'est aussi celle qui cristallise le plus de tensions. Le dialogue social, le climat social, au moment où les structures qui se regroupent travaillent, négocient sur les statuts collectifs et droits associés,
c'est le moment où effectivement le climat social est le plus tendu, jusqu'à la grève parfois. Cette dimension-là, c'est la dimension où finalement on dénonce les accords collectifs, on renégocie pour pouvoir effectivement harmoniser, adapter les statuts collectifs. Ce qui est intéressant dans le vécu des associations rencontrées, c'est qu'on a noté qu'au-delà de l'obligation réglementaire de négocier avec les délégués syndicaux, on a des pratiques de dialogue social qui sont très étendues, une vision très étendue du dialogue social. Et on a des structures qui, alors que les IRP sont remises en cause à l'occasion d'une fusion, par exemple, d'une fusion-absorption, eh bien, maintiennent dans leur mandat les IRP et associent, par exemple, des DP qui n'ont pas vocation à négocier à la négociation. Autour de la table, on retrouve aussi les financeurs. C'est en tout cas identifié par les associations qui l'ont fait comme une bonne pratique. Intéressant dans un rôle de médiation ou d'arbitrage budgétaire. On note, et c'est une indication qui est importante sur cette dimension-là, des stratégies très variables des structures. Certaines structures ont souhaité, dès le départ, entrer dans une démarche d'harmonisation, d'équité de traitement des salariés des structures qui se regroupent. D'autres entrent dans une démarche de conservation des droits des structures. Et donc, on assiste à des différences de traitement entre les anciens salariés des structures qui se sont regroupées. D'autres cherchent à rapprocher au maximum, mais la négociation ne permet pas d'aboutir à effectivement une harmonisation. Donc ça, c'est important dans les stratégies qui sont mises en place dans les structures. Pour la suite, effectivement, de nos propos, notamment sur des questions de mobilité, par exemple. Lorsque on a un statut, une convention collective de 66 et qu'on change d'établissement qui fonctionne plutôt sous convention collective de 51, à un moment c'est compliqué. Quand on a maintenu ses droits de convention collective de 66 alors que la structure qui a émergé est sous convention de 51, voilà, on a des inégalités de traitement entre les salariés. Sur la thématique de l'évolution des emplois, de la structuration métiers et compétences, qu'est-ce qu'on note ? L'emploi est généralement sauvegardé. Et ça, dans l'ensemble des situations regroupements qu'on a pu analyser, sauvegarde de l'emploi, oui. On peut même noter qu'il y a un développement de l'emploi. Parce que finalement, les structures qui se sont regroupées à un moment donné, même si ça a été subi, pour certaines d'entre elles, entrent après coup dans des démarches de développement. Du coup, si on s'en tient à la question des effectifs, on note plutôt une croissance des effectifs. Par contre, si on regarde les choses de manière plus qualitative, on n'a pas forcément les mêmes personnes derrière l'emploi. On a un nombre de départs volontaires parfois qui est important, et on le verra notamment chez les cadres. Et puis, on a des structures où il y a des redéploiements d'effectifs. Donc l'emploi, la nature de l'emploi, le lieu où s'exerce l'emploi change. La question des effets de seuil, c'est une question aussi qu'un certain nombre de structures se posent parce qu'on se regroupe et on se retrouve à un seuil de quasi 300 salariés. 300 salariés, c'est un seuil où effectivement on perd un certain nombre d'avantages, notamment sur les contrats aidés par exemple, mais où certaines associations nous disent on n'a pas d'effet de levier suffisant pour que le passage de 300 à 305 salariés soit intéressant. Au contraire, on veille à ne pas dépasser ce seuil. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on note deux types d'évolutions sur la nature des emplois dans les structures. On a des évolutions qui ne sont pas liées du tout au fait de se regrouper, mais qui sont liées simplement à l'évolution du secteur et à l'évolution des besoins des personnes accompagnées. On voit de nouveaux métiers apparaître, assistants de soins en gérontologie, ergothérapeutes, bref, un certain nombre
de métiers apparaissent dans les établissements, mais aussi de nouvelles fonctions de coordination. Ça aussi, c'est un autre mouvement important dans le secteur. Et effectivement, notre étude a permis de pointer et de confirmer effectivement la naissance de ces fonctions de coordination de parcours, coordination de dispositifs, qui sont importantes. Les regroupements, ils vont avoir un impact sur la nature des emplois plutôt lié à la logique de clarification et de rationalisation des structures. C'est-à-dire que finalement, le regroupement, c'est l'occasion de clarifier, de rationaliser, de structurer. On voit apparaître de nouveaux métiers dans les associations regroupées autour des fonctions support. La qualité, la RH, la sécurité au travail, la santé au travail. Voilà, on voit des nouveaux métiers apparaître au niveau des fonctions support qui sont directement liés au fait que la structure est plus grosse, les personnes à accompagner sont plus nombreuses et il faut à un moment donné rationaliser la structure et pour cela l'accompagner de fonctions expertes. Et puis, on observe un phénomène de clarification des rôles et fonctions chez les professionnels. Là où, dans certains établissements, on pouvait avoir un éducateur spécialisé et un AMP qui n'avaient pas forcément des rôles très identifiés ou qui pouvaient faire globalement les mêmes tâches, eh bien, le regroupement, le fait qu'à un moment donné, deux structures se questionnent sur le qui fait quoi, effectivement, on se pose la question très précisément du rôle de chacun et on observe cette rationalisation des rôles et fonctions. L'organisation du travail et le management des équipes, avec la première dimension sur le statut collectif et les droits associés, c'est certainement une des dimensions les plus impactées aussi. Tous les regroupements qu'on a observés n'ont pas généré forcément de redéploiement d'effectifs. Parfois même, les équipes ne changent pas du tout. Néanmoins, ce qu'on observe sur l'organisation, c'est l'émergence, vous le connaissez, ce phénomène d'organisation des structures en pôles. C'est-à-dire que la fusion, le regroupement fait qu'à un moment donné, l'ensemble quasi des structures que l'on a pu rencontrer se structurent autour des pôles. L'impact le plus fort en termes d'organisation, si le pôle structure fortement l'organisation des associations qui se rapprochent, lorsque les équipes ne sont pas restructurées, il y a peu d'impact sur l'organisation elle-même des équipes. Néanmoins, il y a des impacts, quel que soit l'effet structurant de l'organisation, il y a des impacts sur la ligne managériale. Toutes les structures ont connu des impacts majeurs sur la ligne managériale. Premier niveau, la fonction de direction générale. On s'est rendu compte, et vous le vivez certainement sur vos territoires, on n'a pas forcément les mêmes interlocuteurs avant et après le regroupement. Le projet du directeur général, ce n'est pas forcément celui du regroupement. Et puis, les doublons et le leadership, ce n'est pas toujours compatible. Donc, on a assisté dans les structures parfois à des crises assez fortes au niveau de la gouvernance, certainement aussi par manque d'anticipation de cette problématique. Et du coup, on a des impacts très forts sur le climat de travail au sein des équipes lorsque la crise au niveau de la gouvernance est forte. Au-delà de la fonction de direction générale, c'est l'ensemble de la ligne hiérarchique qui est impactée par le regroupement. On a parfois effectivement des niveaux hiérarchiques qui se multiplient parce qu'il y a un directeur de pôle, parfois un directeur adjoint, directeur d'établissement, chef de service. Le fait d'avoir un pôle peut multiplier les niveaux hiérarchiques. Autre phénomène, ça ne multiplie pas les niveaux hiérarchiques, mais ça les déplace. Et du coup, le nombre de personnes à encadrer par manager augmente. Par ailleurs, on note que les attendus en compétences changent
vis-à-vis du management intermédiaire. Conduite du changement, gestion. Les compétences attendues ne sont plus les mêmes. Les délégations changent. Or, on n'a pas forcément ni le temps, ni les ressources, ni les outils pour anticiper ces attendus en compétences, pour préparer les managers à la prise de fonctions qui changent. Et puis ces managers, c'est aussi ceux qui sont concernés par le changement, mais le portent aussi dans les structures. Et de fait, on assiste dans certaines structures à un turnover très important du côté des managers, du côté des cadres, turnover qu'il faut accompagner du coup. Par défaut, les enseignements de l'étude nous montrent que ça, c'est quelque chose qui est vraiment anticipé dans les structures. Au niveau des équipes, c'est effectivement la rationalisation des pratiques, clarification des processus et procédures, règles de fonctionnement, protocoles clarifiés, harmonisés. C'est ce phénomène-là surtout qui concerne les équipes. Et puis, on a un phénomène, au-delà de la fonction de direction, on a une fonction de direction générale qui se structure, qui se redéfinit, et un conseil d'administration qui doit redéfinir son rôle aussi dans une structure qui grossit. Les attendus changent, les rôles changent, l'articulation et les délégations avec la direction générale évoluent. Aussi un point à accompagner et un point de vigilance à noter. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, c'est un indicateur de la façon dont s'est construit le regroupement, c'est de voir qu'effectivement, dans certaines associations regroupées, on retrouve des administrateurs des deux associations initiales. Parfois, c'est le président de l'association absorbée qui devient le président de l'association regroupée. Voilà, autant d'indicateurs d'une démarche qui a pu se faire en concertation. Sur le dialogue social et le climat social, une dimension qui est vraiment mise sous tension par le processus de regroupement, et notamment lorsque les associations qui se regroupent travaillent sur les accords collectifs et effectivement les droits individuels. Ce qu'on note, c'est que ce dialogue social évolue après la fusion. C'est-à-dire que finalement, le fait de travailler en précision sur ces accords collectifs, les droits et usages, et puis la stratégie aussi qui a été élaborée, c'est-à-dire que lorsque l'objectif c'est bien l'harmonisation, l'équité de traitement, la mise à plat des droits et usages en toute transparence, lorsque le processus de négociation est réalisé en toute transparence, effectivement, le climat social s'apaise assez rapidement dès que la négociation a abouti. Mais les IRP nous disent à quel point ce moment-là les met sous tension. Si les délégués syndicaux qui participent aux négociations sont davantage professionnalisés, les IRP qui ont été associés dans une idée de dialogue social étendu, les DP notamment, sont beaucoup plus en souffrance, puisque effectivement ils ne sont pas professionnalisés sur la négociation, sur les questions juridiques, et pourtant ils ont la pression de leur mandat de représentation, et du coup c'est une période qui est compliquée à vivre pour eux. Ce qu'on note dans les processus de regroupement que l'on a analysés, c'est qu'effectivement, lorsque la concertation fonde la conduite du changement, le changement est co-construit. Le sens du regroupement est mieux compris. Les salariés se connaissent mieux et les impacts sont bien plus positifs sur le climat social notamment. Après, ce qu'on observe, c'est que finalement, dans ces processus de concertation, les structures adaptent à la fois à leur culture, à leurs enjeux, à leur mode de fonctionnement, les processus de dialogue social qu'ils souhaitent mettre en place.
au-delà du réglementaire, on a bien cet enjeu d'adapter la culture du dialogue social au fonctionnement et à la culture de la structure. Sur la dimension bien-être au travail et risque professionnel, ce qui est important sur cette dimension-là, c'est de voir qu'elle est plutôt... les structures se mobilisent sur cette dimension-là plutôt après coup. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas l'impact sur le bien-être au travail ou la santé au travail de ces phénomènes de regroupement. Effectivement, la restructuration, c'est un facteur impactant le bien-être au travail. Qu'est-ce qu'on dit derrière restructuration? On ne dit pas regroupement. C'est-à-dire que se regrouper n'a pas forcément des impacts déterminants sur la santé au travail ou le bien-être au travail à partir du moment où on comprend pourquoi on se regroupe, où on est rassuré sur l'emploi. On n'observe pas forcément d'effet direct sur la santé au travail. Par contre, au-delà du regroupement, lorsqu'il y a restructuration, c'est-à-dire quand il y a fusion d'établissements, quand il y a des équipes qui se mixent, là, oui, le regroupement ne va pas de soi. Il ne suffit pas de mettre les professionnels à travailler ensemble pour qu'ils se construisent une pratique professionnelle commune. Et du coup, là, il y a de l'inconfort, là, il y a de l'incertitude, et là, c'est plus compliqué, effectivement, du point de vue de la santé au travail. Et ce qu'on note dans les structures, c'est aussi le mouvement, depuis l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, les structures qu'on a rencontrées ont pris en main cette dimension-là, pour plusieurs raisons, parce que votre secteur est particulièrement impacté sur la pénibilité, la santé au travail, les risques psychosociaux, mais aussi parce qu'à un moment donné, le regroupement a pu mettre en situation difficile les professionnels lorsqu'il y a pu y avoir effectivement des fusions d'établissements. Sur la dimension stratégie, politique et pratique RH, qu'est-ce qu'on observe ? Que le champ RH ne fait pas toujours l'objet effectivement d'une attention particulière en amont du processus de regroupement, mais que par contre, après coup, stratégie, politique et pratique RH se structurent. Alors, on va distinguer les GCSMS pour qui, en tout cas dans ceux qu'on a rencontrés, la dimension RH était fondatrice. Certaines associations se regroupent parce qu'elles ont en commun une problématique ressources humaines, de recrutement, de remplacement. Donc là, la dimension est largement anticipée. Par contre, du côté des processus de fusion qu'on a pu analyser, une fois le regroupement réalisé, effectivement, on a une fonction RH qui peut naître quand elle n'existait pas. Et même quand elle existait, on a effectivement l'émergence d'une politique RH, pas forcément systématiquement l'émergence d'une stratégie RH et d'une vision GPEC des ressources humaines, mais globalement, ça se structure. Ça se structure notamment sur la politique de recrutement, les délégations se clarifient, le qui fait quoi se clarifie. Sur la gestion des mobilités, ça se clarifie beaucoup. C'est-à-dire que le regroupement est perçu comme une opportunité de mobilité pour les professionnels, et la politique de mobilité se structure avec des priorités identifiées au regard de risques psychosociaux, par exemple. Des priorités sont données en interne dès qu'il y a un poste qui se libère, etc. etc. Donc ça, c'est des politiques RH qui se structurent fortement. La formation aussi est un champ où on voit émerger une stratégie d'association, des plans de formation pluriannuels, des formations mutualisées. Donc c'est un champ qui se structure fortement aussi. Au-delà des 6 dimensions ressources humaines, une dimension a été questionnée aussi et qui est une dimension que les parties prenantes que nous avons interrogées ont voulu souligner en nous disant il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout envisagé, mais à côté de quoi on est passé. Or, c'est déterminant dans la prise en compte des ressources humaines. C'est la question de la culture et de l'identité. Qu'est-ce qu'on observe dans les associations? Qu'est-ce que nous disent les personnes qu'on a rencontrées? Incertitude. C'est quoi le sens du regroupement?
Pourquoi on s'est regroupé au final? À quoi ça sert de se regrouper? Voilà, comment construire, se projeter si on n'a pas la compréhension de l'histoire et du pourquoi, le sens du regroupement. Certains évoquent un sentiment d'abandon. Lorsque, par exemple, un établissement connaît un transfert d'autorisation vers une autre association. Il est abandonné, c'est les propos des professionnels, par son ancien conseil d'administration. Une perte de repères. Perte de repères lorsqu'on change d'établissement, parce qu'on a une mobilité qui n'est pas forcément choisie. Perte de repères lorsque l'association est lancée dans un développement massif et que des services ouvrent, des établissements sont construits et que finalement on ne sait plus où on va. En tout cas, cette perte de repères est évoquée aussi. Reconnaissance. Comment on est reconnu finalement lorsque on est associé à une équipe qui est pourtant du même métier, mais qui n'a pas la même pratique? Comment on est reconnu quand on est l'absorbé et qu'on va travailler avec les absorbants? Voilà, c'est toutes ces évocations-là qui font qu'à un moment donné, la question de la culture, elle est importante à poser. Quel processus à l'œuvre dans les structures qu'on a pu rencontrer? Alors, certains vont engager des processus qui permettent de produire le sens. Pourquoi on se regroupe, qui font partager justement sur le pourquoi et ce vers quoi on va, la construction finalement du projet. D'autres vont travailler sur les processus permettant de construire un sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble et en quoi on se ressemble finalement? Et puis d'autres vont travailler sur les processus de reconnaissance comme des catalyseurs. Mais rarement finalement on arrive à identifier que ces trois processus-là s'interconnectent pour construire une identité et une culture commune. Pourquoi la fusion? Quel modèle associatif? Où va-t-on? Quelles valeurs et quelle incarnation des valeurs dans la pratique? Quelles normes et règles de fonctionnement partagées et décidées en commun? Qui suis-je dans le regard des autres? Quelle identité on a en collectif, ensemble? Quelle conscience des éléments constituant notre culture commune? Quelle valeur de ma pratique par rapport à celle des autres quand on appartient finalement au même métier, mais qu'on vient de structures différentes? Et puis, quel risque pour mon emploi, mon statut, mon système de reconnaissance personnelle? Comment j'existe en tant que personne dans cette structure? Cécile, j'ai joué le gardien. Oui, il faut que j'aille plus vite. Vous êtes où, Pierre-Marie? Je suis devant vous. Ah bah oui. Je vais plus vite. En fait, on a encore 5 minutes. Oh bah écoutez, c'est parfait. C'est parfait pour vous dire, en synthèse, qu'on peut faire au-delà des constats très synthétiques sur les impacts ressources humaines des regroupements associatifs, 4 grands types de constats. La dimension RH est investie de manière très variable en fonction des structures qu'on a pu rencontrer et elle est peu outillée, cette dimension RH. Le facteur discriminant, celui qui fait qu'à un moment donné, les impacts sont plus forts, c'est le phénomène de restructuration. Est-ce qu'il y a fusion d'établissements, fusion d'équipes? C'est ça qui fait qu'à un moment donné, le regroupement va avoir des impacts plus forts. Il n'existe pas de processus type pour ces regroupements. Alors, pour nous, consultants, c'était très important parce que quand on est allé à la rencontre de ces structures, on avait formalisé notre processus type et finalement, dans ce processus type, on interrogeait les associations en disant alors, est-ce que vous avez fait une étude d'opportunité? Est-ce que vous avez construit un projet? Et puis ensuite, vous avez travaillé à partir de groupes de travail sur la dimension organisation. Jamais on a rencontré ce processus-là qu'on avait construit. Parfois, il y a des associations, elles se regroupent d'abord et elles réfléchissent ensuite, parce qu'à un moment donné, il y a des financeurs qui ont dit vous vous regroupez. Il n'y a pas de processus type des regroupements associatifs. Et puis, autre type de constat, là où le changement est conduit dans le dialogue social, eh bien, effectivement, le changement est conduit en concertation, les craintes sont dépassées et permettent de se projeter, on se projette ensemble et ça favorise la mise en action.
Des facteurs de réussite pour aboutir au guide méthodologique. La construction du projet, l'accompagnement et le pilotage des changements dans le dialogue social, premier facteur de réussite. La prise en compte de la dimension culturelle, la réalisation d'un diagnostic sur la dimension ressources humaines, où qu'on en soit du regroupement. À un moment donné, comment on fait un point sur où on en est de nos ressources humaines et quels vont être les impacts à venir, quels ont été déjà les impacts et comment on se saisit de cette analyse pour la mise en action. L'accompagnement de la fonction de direction générale et de la ligne managériale, déterminant sur l'accompagnement de ces processus du point de vue des ressources humaines et l'appui d'expertise. C'est-à-dire qu'on a noté que finalement sur la dimension financière, les structures étaient globalement accompagnées. Juridiques et financières, les structures sont accompagnées. Sur la dimension ressources humaines, non. Or, aujourd'hui, sur vos territoires, vous avez la prestation conseil d'UNIFAF qui permet ce type d'accompagnement. Et vous avez notamment dans l'outil qui vous est proposé l'exemple d'une prestation d'accompagnement au regroupement réalisée sur les territoires. Et puis, en ouverture, vous dire que ces structures qui sont parfois dans des changements subis de regroupement, eh bien, elles continuent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a subi le regroupement qu'on ne continue pas. Au contraire, d'où l'enjeu d'anticiper d'autant plus et de prendre en compte la dimension RH. Par contre, on note aussi que finalement, au-delà d'anticiper les impacts RH, on n'évalue pas non plus la portée du regroupement. On avait des objectifs quand on s'est regroupé. Améliorer l'intervention auprès des usagers. Qu'est-ce que ça a produit auprès des usagers de se regrouper? Est-ce que ça a amélioré l'intervention? Est-ce qu'on avait comme objectif de rationaliser, finalement assurer la sécurité économique? Qu'est-ce qu'a produit le regroupement de ce point de vue-là? Est-ce que finalement les indicateurs sont positifs avant de se relancer dans un autre groupement? Bref, au-delà d'anticiper, peut-être faut-il aussi évaluer. L'outil que vous avez en main, je vais vous en dire deux mots, peut-être d'abord sur les principes fondateurs, ceux souhaités par l'Observatoire et la proposition qui est faite. Cet outil méthodologique, c'est un outil construit par les partenaires sociaux de l'Observatoire et qui s'adresse aux acteurs du dialogue social. Le parti pris, parce qu'il y a un parti pris, c'est le changement se construit dans le dialogue social. C'est une approche méthodologique qui s'éloigne d'une conception à la Taylor, du one best way, la meilleure façon de faire. Alors vous allez me dire, il faut savoir ce que vous dites. Vous dites, il y a un parti pris, il faut le conduire dans le dialogue social, et en même temps vous dites, c'est pas un one best way. C'est pas un one best way sur le processus de conduite de changement, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de conduire le changement. Du coup, cet outil qui vous est proposé, il ne vous propose pas une façon de conduire le changement, mais il vous propose un outillage vous permettant de poser un diagnostic, quel que soit le moment où vous en êtes de votre regroupement. Vous êtes à l'émergence de l'idée, vous vous posez la question de l'opportunité. Cet outil, il est fait pour questionner l'ensemble des dimensions, ressources humaines, et effectivement réaliser un état des lieux. Vous vous êtes déjà regroupés, mais vous n'avez pas commencé à anticiper la dimension ressources humaines. Cet outil, il est fait à la fois pour poser un état des lieux, voir quels sont les risques et les opportunités finalement sur les ressources humaines de ce regroupement et pouvoir passer à la mise en action. Vous vous êtes regroupés depuis un certain nombre d'années. Cet outil méthodologique, il sert aussi à poser un diagnostic de là où vous en êtes et de ce qu'il reste à conduire en termes d'action. Voilà pour les principes. Vous verrez, il est organisé en 3 parties. Observer, comprendre, agir. Un petit peu de la manière dont on vous a restitué finalement les résultats de cette étude, avec les 10 situations regroupement, les 10 structures qu'on a été amenés à rencontrer, qui vous sont présentées sous forme monographique, les grands enseignements de l'étude, et puis l'outil diagnostic qui vous est proposé, organisé de la manière suivante sur chacune des dimensions RH, c'est-à-dire que vous avez 6 dimensions RH plus une, qui est celle du projet. Parce que bien évidemment,
on pose un diagnostic sur les impacts ressources humaines à partir d'un projet, à partir du projet de l'association, à partir du projet de regroupement. Donc sur chacune des dimensions ressources humaines, vous avez des éléments de méthode sur la dimension, quels enjeux de travailler sur cette dimension, quels éléments de méthode, et puis la proposition d'un questionnement. Ce n'est pas un questionnement exhaustif, c'est un questionnement qui invite à explorer cette dimension-là, à réaliser un état des lieux, à poser une vision cible, à identifier les opportunités risques et à envisager les pistes d'action. Et ces questions, elles sont assorties de tableaux. Ces tableaux-là, vous aurez accès à ces tableaux sur le site de l'Observatoire pour pouvoir les télécharger, les compléter, les modifier, les enrichir. Là encore, on n'est pas dans... C'est comme ça qu'il faut penser le questionnement. On est dans des propositions de tableaux qui vous permettent de voir comment peut se structurer l'analyse à partir des questions qui vous sont proposées. Donc c'est vraiment une vision de voilà comment on peut penser l'analyse, mais peut-être n'est-ce pas du tout adapté à votre situation et que vous poserez les questions autrement. Mais voilà, on est dans une proposition d'outillage et d'analyse. Voilà. Pierre-Marie. Merci Cécile.